Salam salam la famille, bienvenue dans cette vidéo où on va parler encore une fois football. C'est la fin des demi-finales de la Ligue des Champions. Le match du PSG vient de se terminer à quoi? 2 heures de temps? 3 heures. 3 heures de temps et vous l'imaginez, hein, la joie de Robert est immense. Il va vers sa deuxième finale en quoi? 5 ans? 5 ans. Deuxième finale en 5 ans. 10 ans après, lui, Enrique retrouve la finale de la Ligue des Champions. Et cette fois-ci, il a l'opportunité d'entrer dans l'histoire du Paris Saint-Germain, de marquer l'histoire de cette équipe en étant le premier entraîneur à remporter la Ligue des Champions avec cette équipe. Oui. Et excusez-nous 2 secondes. Je vous assure, c'était pas dans le script. Hein. Merci, mon gars. Voilà, on boit du thé, c'est tout. Merci, Dem. Après, on va Inch'Allah. Donc, les gars, on va d'abord faire notre 11 combiné des demi-finales de la Ligue des Champions. On avait déjà fait notre 11 de l'aller. On va faire notre 11 combiné de l'ensemble des 2 demi-finales. On va peut-être parler de Mbappé. Hein? On va peut-être parler de Mbappé. Et on va revenir sur vraiment les grands moments de ces demi-finales. Et on va nous projeter un tout petit peu pour la finale. Donc déjà, boy, il faut que je sache quoi. Comment est-ce que tu as vécu ça? Comment tu l'as vécu, toi, en tant que supporter du Paris Saint-Germain? C'est un moment incroyable. Hein? On a un supporter du Paris Saint-Germain qui a vécu les plus belles années, les années les plus difficiles de cette équipe et qui aujourd'hui peut nous dire ce qu'il ressent. C'est un sentiment trop... Ouais, c'est mitigé. Je t'assure que je ne suis pas si euphorique et content que ça. Tu sais pourquoi? Je pense que j'ai peut-être, en tant que supporter parisien, un traumatisme qui fait que, en fait, je pense que ce sera... quand on va gagner, que toute l'émotion va sortir. Mais tant qu'on n'a pas gagné, genre les matchs, je les vis avec un peu de stress, mais je les vis avec beaucoup de recul. Et je me dis, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, bah, c'est pas fini. Et quand l'arbitre siffle, je dis, the next one. Je sais pas si tu vois. Je comprends. C'est cette mentalité-là que j'ai. Et je pense que c'est celle-là que tous les Parisiens ont. Et je pense que c'est juste quand l'arbitre va siffler fin de temps contre Inter et on va dire qu'on a gagné. Que tu vas vraiment y croire, quoi. Que je vais enfin jubiler. Mais non, j'ai eu trop de désillusions. Pour être content, quoi. Ouais. Là, je te jure, j'ai battu Arsenal. Mais je dis juste, ok, maintenant c'est Inter. Voilà. C'est peut-être la mentalité qu'on devait avoir depuis des années pour gagner, peut-être, je sais pas. Parce qu'avant nous, on gagnait un match de poule, on fanfaronnait, on battait le Bayern en poule, on battait Barça en poule, on battait le Real en poule, on disait à tout le monde, on est les plus forts, machin truc. Cette année, on a battu beaucoup de grosses équipes. Mais voilà, on est tranquille. Non, mais c'est déjà bien. Et du coup, le match, pour revenir sur le match vite fait, on avait parlé du match aller. Pour le match retour, on n'a pas fait de vidéo avant le match retour. J'avais fait un avant-match où j'expliquais que Luis Enrique avait 2 options. Soit jouer en se disant qu'il allait préserver l'avantage qu'il y avait à l'aller et attendre Arsenal, ou bien venir et jouer, avoir comme objectif gagner le match. Et naturellement, je disais que l'objectif serait, connaissant lui, Enrique et cette équipe, la mentalité qu'il a, venir gagner ce match. Et on l'a vu, mais Arsenal, ils ont eu 15 premières minutes. Le temps fort était phénoménal. Oui, parce qu'en fait, ils ont démarré le match avec un changement tactique. Tu sais, en parler, je te disais que Merino, je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise chose qu'il soit le 9. Tu te rappelles la vidéo là? Mais aujourd'hui, c'est Merino qui nous a fatigués en fait. Parce que du point de vue du marquage, on avait les 1 contre 1 partout, sauf pour Merino. Et Merino, quand il décrochait, il venait se mettre dans les interlignes. En plus, il était intelligent. Il savait se mettre dans l'interligne, soit de gauche ou de droite. Et donc, du coup, il commence à gauche. S'il commence à gauche, s'il Pacho fait l'erreur de le suivre, il va traverser le terrain, aller à droite. Donc, ça va créer un décalage. Et donc, du coup, Pacho et Marquinhos ont décidé de ne pas le suivre. Et vu qu'ils ne le suivaient pas, toutes les balles de Arsenal, tu peux revoir les vidéos, elles passent par Merino. C'est Merino qui est le joueur entre les lignes, qui fait qu'Arsenal saute notre milieu de terrain et arrive à être dangereux. Ensuite, ils ont enchaîné les touches, les corners. Paris, à un moment, ils ont joué à 5 en défense. Exactement. On était obligés, on n'avait pas le choix. Chaque touche, tu vois, partait, on dirait un quarterback. Et il vient, il lance. Après, ils ont eu 2 situations super dangereuses. Après, nous, à contrario aussi, on a eu une situation super dangereuse sur un contre, qu'on a un peu mal joué. Mais ça m'aurait pas choqué que Arsenal marque dans les 15 premières minutes. Tu vois, mais après, on a un Didio qui est incroyable. Je pense que après, on va faire un truc spécifique sur lui. Pour lui, quoi. Mais il y a un Didio incroyable et donc ça nous fait tenir. Et après, moi, après les 15 minutes, quand on n'a pas pris de but, moi, j'étais tranquille. Je disais, OK, la vague est passée, on a bien géré la vague. Et en plus,
quand la vague est passée, on n'avait pas peur de garder la balle. On arrivait à faire tourner, on arrivait à les faire courir, on arrivait même à avoir des occasions avec l'enroulé de Kvara là. Ouais, incroyable. Et là, j'ai dit c'est bon. On va les calmer. C'est lui qui arrive déjà à recevoir cette balle au début. Hein. C'est Marquinhos, Vara pour Barcola qui le remet et l'enroulé. Wow, incroyable. Du coup, toi, dans ce match-là, pour toi, qui a été ton homme du match déjà? Non, ça c'est, si tu veux, on en parle tout de suite, c'est Donnarumma. Donnarumma. Maintenant, parlons de Donnarumma maintenant. Après, important. C'est entre Donnarumma et Hakimi. Mais moi, je le donnerais à Donnarumma pour l'ensemble de son œuvre. Ouais, déjà, les deux matchs. Parce que déjà, Donnarumma, moi, je pense que son histoire, elle commence avec le truc en 2022 avec Benzema, là. Ok. On dit que c'est à cause de lui qu'on a perdu. Le pressing de Benzema. Alors que pour moi, il y a faute tous les jours sur cette action-là. Mais après, si on se fait éliminer par le Real, je suis désolé, c'était pas sa faute. Parce que il fallait 2 autres buts pour qu'on soit éliminé. Et c'est pas lui qui était sur le terrain sur les 2 autres buts. Mais depuis lors, ça lui a fait une crise mentale. On se moquait de son jeu au pied. On se moquait de ses arrêts. Après, lui aussi, pour pas arranger les choses en 2023 contre le Bayern, le but de Coman là. Tu vois, son jeu de pied n'est pas si fameux de toute façon. C'est n'importe quoi qui prend le but de Coman. L'année d'après aussi, quand on joue contre Barcelone, il y a les buts qu'il prend, le but de Christensen sur corner, le fait qu'il est pas bon sur sa ligne, le fait qu'il n'ait pas de sortie aérienne. Après, il faisait pas tout pour être irréprochable. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'entre temps, Donnarumma a travaillé son jeu au pied. Maintenant, tu vois, quand il a la balle, jamais tu se stresses. Il fait toujours le bon geste, toujours la bonne passe. Quand il joue long, il sait jouer long. Quand il joue sur les latéraux, il est très souvent précis. Et maintenant, en plus de ça, Donnarumma est extraordinaire sur sa ligne. C'est-à-dire que le match retour contre Liverpool, c'est Donnarumma qui nous sauve. Le match retour contre Aston Villa, c'est Donnarumma qui nous sauve. Le match aller contre Arsenal, il fait 2 arrêts extraordinaires. L'arrêt sur Martinelli, Trossard. Aujourd'hui, l'arrêt sur Martinelli. C'est-à-dire que tu prends l'ensemble des arrêts de Donnarumma, il y a au moins 10 arrêts qui sont des arrêts de classe mondiale. Non, c'est vrai. Sur toute la phase la phase finale. Il fait au moins 10 arrêts extraordinaires. Je suis d'accord. Et pour moi, c'est l'homme du match ou c'est l'homme de la compétition. C'est l'homme de la compétition pour Paris actuellement. Les gens parlent de Dembélé, c'est ça qui est un peu dommage dans le foot. Dembélé, il met ses buts, etc. et tout. C'est très Là, il rentre en deuxième mi-temps, il met sa passe. Oui, il met sa passe, mais franchement, sans Donnarumma. Non, sans Donnarumma, aujourd'hui, Paris ne passe pas. Non, sans Donnarumma, on est éliminé en 8e. Non, déjà. C'est ça la question, en fait. Sans Donnarumma, le match retour à Anfield, non, on ne survit pas. Donc, pour moi, il a une grosse revanche sur le foot. Et qu'il joue sa finale de Ligue des Champions contre l'Inter. Ça, on est d'accord. Du coup, on va aussi parler un peu du Barça. Ouais. Le match dantesque. Ouais, parce que je pense que le match d'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire. À parler. Donnarumma a été exceptionnel. Ils ont pris un but contre Bournemouth, comme ça, Arsenal. Oui, je pense qu'ils voulaient se venger. Ouais, ils voulaient se venger. À part les touches, il n'y a rien à dire. Ils se sont dit, pour la première fois, j'ai regardé un match de football où la caméra a montré peut-être 2 ou 3 fois l'entraîneur au coup de pied arrêté sur la ligne. L'entraîneur français là. Je l'ai vu quoi. La caméra l'a montré 2-3 fois. Ouais. Et puis, on avait parlé d'un truc. Et je pense que Paris nous a fait mentir. On disait que la plus grosse force de Arsenal, c'est la plus grosse faiblesse de Paris. Et on se rend compte que sur les 2 matchs, Arsenal n'a pas mis de but sur sa force. Quoique il a mis un but hors jeu. Il a une situation très dangereuse. Aujourd'hui, avec sur un deuxième ballon. Donc finalement, je pense que je sais pas si c'est Arsenal qui a mal joué ce coup ou c'est Paris qui a bien défendu. Mais Arsenal était inoffensif sur cette phase-là. Et ben, du coup, il n'y avait rien, en fait. À part, dès qu'il y a une touche, on lance. Dès qu'il y a un coup franc au milieu de terrain, on essaie de jeter. Arsenal n'a pas proposé quelque chose, quoi. Moi, je suis déçu de la prestation à l'aller comme au retour d'Odegaard. Oui, j'ai été vraiment déçu par Odegaard. Il fait pas grand-chose. Ouais, parce que très sérieusement, Odegaard, l'année dernière encore, c'était l'une des plus grosses menaces de cette équipe. Cette année, il avait manqué Arsenal à un moment de la saison quand il s'était blessé, notamment les matchs contre, je pense, Newcastle. Lui et Saka, à un moment, il s'était blessé. C'était des moments où il manquait beaucoup Arsenal. Mais là, le moment le plus décisif d'Arsenal ces 5 dernières années, et il chope. Et en plus, Odegaard, il n'était pas bon contre Real. En plus, ouais, c'est vrai. Contre Real, il était déjà bon. Il était alors que moi, je le défendais. Je l'aime tellement Odegaard. Mais bon, sur les gros matchs, il s'est caché. C'est terrible. Du coup, boy, le match d'hier. Incroyable.
c'est l'une des le peut-être meilleur match de demi-finale de Ligue des Champions. 13 buts. Depuis des années en plus. 13 buts. Et puis le match là, il est tellement difficilement compréhensible. Parce que tu vois, on n'a pas fait la vidéo du retour. Mais moi, j'étais en mode, cette fois-ci, l'Inter mène, ce sera pas bon pour le Barça. C'est ce que je me disais. Et je pensais que, en fait, déjà, quand j'ai vu la défense du Barça, je me disais, il n'y a aucun moyen que le Barça passe. On commence avec Martin à gauche, Garcia à droite. Moi, j'étais sûr qu'il n'y avait aucun moyen que le Barça passe. Et quand l'Inter a mené 2-0 à la mi-temps, j'ai dit, frère, c'est foutu. Parce que la clé du match, hier, c'était les latéraux. En fait, l'Inter avait délibérément laissé tranquille les latéraux du Barça en se disant, ils sont inoffensifs. Et dès que les latéraux du Barça ont commencé à être un peu dangereux, le match s'est remis. Ouais, c'était fou. C'est qu'est-ce qui est fou, c'est que le Barça aurait pu égaliser sur 2 passes décisives de Martin, 2 buts de Garcia. Est-ce que les gens sont... Non, mais ouais, non, Sommer, vraiment, Sommer, c'est un terroriste. Wow. Sommer, les arrêts qu'il nous fait sur Garcia, déjà. Ouais. Bon, je l'ai expliqué en débriefant le match, je disais, Bastoni, moi, je te jure, à Serbie, certes, il met ce but-là très décisif, et ça en fait que pour moi, c'était l'un des meilleurs joueurs de ce match. Mais Bastoni, ce qu'il nous fait en première mi-temps, Bastoni, il réussissait à attirer avec lui, en donnant la balle tout le temps à Sommer, ils attiraient le bloc du Barça. Ouais. Yamal qui était obligé de presser Bastoni. Bastoni qui utilisait le fait que Garcia, il était tout le temps en retard quand il devait presser sur Di Marco. Faisait les 1-2, il sortait facilement. Et derrière, il y a Mkhitaryan qui prend l'espace qui est libre derrière Garcia. Bon, ça nous a fatigués. Ouais. Et heureusement, en deuxième mi-temps, tu as Flick qui dit, OK, on est moins agressif. Donc, Garcia ne presse pas trop Di Marco. C'est ça. C'est vrai que oui, il sortait en 4-4-2. Exactement. Et t'avais Mkhitaryan qui était le genre d'ailier gauche. Non, donc il venait compléter. Ils nous ont fatigués. Et comme tu as dit, après, en deuxième mi-temps, on a posé vraiment l'épée de De Jong est venu assez profond. Tu as vraiment deep. Et là, on a beaucoup plus de contrôle. Boy, tu as Eric Garcia. Eric Garcia a vraiment rien à dire. Tu sens même pas l'absence de Koundé. Tu le sens même pas. Eric Garcia, c'est vrai que Eric Garcia à droite, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Bon, non, Giron l'a vraiment fait du bien. Ouais, Eric Garcia à droite, il a profité de la meilleure période de Giron avec Michel. Dans la phase défensive, il est bon. Ouais. Dans l'apport offensif, il est bon. Il a mis son but hier. Et puis dans le jeu associatif, il est bon. Il arrive à combiner correctement. Il fait les appels comme il faut. Non, il est bon. Après, c'est peut-être dans le dernier geste qu'il était pas ouf. Ouais. Mais c'était quelque chose. Après, c'est Gérard Martin. Il fait une très mauvaise première mi-temps. Pour moi, il fait 25 bonnes minutes en deuxième mi-temps. Et après, le reste du match aussi, il est mauvais. Ouais. C'est ça qui est fou, en fait. Mais il fait 25 bonnes minutes, mais c'est les 25 minutes les plus importantes pour lui. Tu vois, il fait la différence comme il faut. Mais là, si on te dit homme du match Inter, tu es plus partagé entre Sommer et Dumfries ou bien tu ne doutes pas? Pour moi, Dumfries, c'est pas un homme du match. Pour moi, homme du match côté Inter, oui, je dirais facilement Sommer. Quand même, les arrêts qu'il fait. Je dirais facilement Sommer. Et si je devais donner un deuxième homme du match, ce serait Thuram. Ce serait Thuram, ouais. Pour moi, Thuram, les gens disent c'est un camionneur, mais il nous a feinté. Mais il a fait un vrai match de camionneur. Non, il nous a feinté. Et son match de camionneur, c'est ce qu'il faut. En fait, vous pouvez regarder ce que Thuram fait au Barça. C'est ce qui manque au Real quand il joue au Barça. C'est quoi? C'est le mec qui, tu peux mettre un ballon perdu parce que tu souffres, tu le jettes loin. Tu as ton attaquant qui va imposer sa force et sa vitesse pour le conserver ou trouver une faute. Et ça permet à ton bloc de respirer. Quand le Barça joue contre le Real, c'est ce qu'ils n'ont pas. Mbappé, il peut pas faire ce truc-là. Et il a récupéré c'est ce qu'ils avaient avant, des fautes bêtes. Par exemple, lui, il a pu trouver un carton à Araujo et à Inigo sur ces genres de ballons-là. Et ce qui fait bien, c'est, tu vois, au moment où tu penses que tu vas dégager, il vole le ballon. Tu vois, il te fait une faute, il fait avancer ton bloc et il te récupère la balle. Ce qu'il fait à Araujo. Et après, ce qu'il fait à Araujo sur le but. Le but de Fratesi, ce qu'il fait à Araujo, c'est impardonnable. Le but là, c'est son but. Après, moi, les gens, ils en veulent à Araujo. Ok, Araujo s'est fait avoir. Oui, la passivité de. Oui, moi, je suis d'accord. Araujo s'est fait avoir. Mais après, il n'y a pas de but sur le champ. Bon, certes, il se repositionne. Après, il y a une passe, il y a un retrait. Il y a Fratesi qui se... Et là, tu as Araujo qui... Pour moi, c'est la défense aussi de Koubarsi qui est pas bonne. Oui, c'est les deux, en fait. Koubarsi est à 2 mètres du gars. Le gars, il fait une fin de frappe, Koubarsi est déjà couché. Ouais. Donc, Koubarsi, en se couchant, il ouvre l'angle. Et a but. Mais après, bon, c'est Araujo là. Non, mais Araujo, je reproche à Araujo ce que j'avais reproché je reproche à Araujo ce que j'avais reproché à Garviol contre Argentine-Croatie. Quand Messi passe,
sur le côté comme ça, facilement, et il est passif, il le laisse faire, il ne faut pas le toucher, tu vois. Je vois le truc. Et tu le laisses jusqu'à ce qu'il fait cette dernière passe-là, et c'est mort. Et là, Araujo, il laisse, non seulement, Araujo, pour moi, il réussit le plus difficile, c'est qu'il fait tout pour faire sortir Thuram. Thuram sort de la surface. Là, je me dis, c'est bon. Il est sorti de la surface, vas-y. Sauf que Araujo pensait qu'il allait recycler. Et là, il l'anticipe. Mais Thuram, il est puissant, il est rapide. Il est fort. Mais il change comme ça de direction facilement. Et là, il est puissant, il est rapide. Du coup, boy, alors, parlons juste d'homme du match et tout ça, mais boy, Yamal. 14 dribbles réussis. Yamal. C'est le joueur qui a gagné le plus de duels. Yamal, franchement, c'est une... Je sais pas quoi dire, en fait. J'ai pas les mots pour Yamal. Yamal, c'est juste... Il faut rappeler qu'il a 17 ans. C'est une œuvre d'art, en fait. C'est une œuvre d'art. Et c'est quelque chose c'est un film qu'on va regarder pendant les 10 prochaines années, Inch'Allah. Inch'Allah. Et Yamal, c'est une bouffée d'oxygène pour le foot. Et si tu es supporter du Real, ou tu es supporter de l'Inter, ou tu es supporter de n'importe quel club, c'est franchement, Jaraf, oui, tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire que tu n'aimes pas le Barça, mais pas Yamal. Non. Yamal, tu peux pas ne pas aimer ce gosse. Et puis, ce que les gens ne se rendent même pas compte, c'est qu'il a 17 ans. Moi, je disais aux gars, hier, qu'à 17 ans, moi, je connais pas. En tout cas, je ne me rappelle pas. Peut-être Pelé, qui avait gagné la Coupe du Monde. Peut-être. Je ne me rappelle pas une équipe qui avait un joueur qui laissait le joueur être le leader technique de son équipe, que ce soit en club et en équipe nationale à 17 ans. C'est pas possible. Et boy, ce qui est fou, hein. Moi, je me rappelle des débuts de Yamal il y a 3 ans. Je vous jure, le Yamal d'il y a 2 ans n'a rien à voir avec ce Yamal. C'est pas le même joueur. Ce n'est pas du tout le même joueur. Le Yamal de l'année dernière et ce Yamal-là, c'est différent. C'est comme si le gars, il avait grandi de 5 ans en 2 ans. En 2 ans. Et le pire, c'est que, quand je disais, si tu vois, il y avait, moi, le dernier phénomène jeune d'âge que je connaissais, que j'ai vu récemment, c'est Mbappé. Ouais. Déjà, Mbappé, quand il était le phénomène qu'il est, il avait 18 ans déjà. C'est pas la même chose. Et Mbappé, à Monaco, c'était pas lui le leader. À Monaco, t'avais les Bernardo Silva, t'avais les Thomas Lemar, t'avais Fabinho à l'époque. Tu vois, t'avais Timo Bakayoko, t'avais Falcao surtout, qui était l'élément important. Et Mbappé, c'était le petit qui tournait autour. En équipe nationale, c'était l'équipe nationale de Griezmann et Pogba. Mais là, Yamal, il a gagné l'Euro, mais c'est son équipe. C'est lui la lumière de l'Espagne. Aujourd'hui, tu as Rafinha à gauche, tu as Lewandowski qui vient de deuxième mi-temps. Regarde le match du Barça. C'est toujours Yamal. Le Barça a attaqué pendant 120 minutes à droite seulement. Le Barça a attaqué sur un seul côté. Tout le monde savait qu'il allait attaquer sur ce côté-là. Et le Barça était dangereux parce qu'il y avait un petit qui était intenable. Ça, j'ai jamais vu ça à cet âge-là. Non, c'est fou. Yamal, il sait faire la passe. Parce qu'il a une qualité de passe extraordinaire. Intérieur du pied, extérieur du pied. Yamal, il s'est dribblé. Yamal, il a de la vitesse. Tu mets des escaliers, il en a rien à faire. Il a de l'accélération. Yamal, il a une frappe de balle extraordinaire parce qu'il y a des buts, il y a des buts. Pour moi, c'est des buts que ça enlève. Non, mais regarde l'enroulé qu'il fait. Donc, à ce moment. Sans élan. La dernière fois, c'est Doué qui l'avait fait sans élan, qui faisait une frappe exceptionnelle. Et là, c'est Yamal. Sans élan, il trouve cet angle-là. La frappe, oui. C'est pour ça que moi, je dis, à cet âge, qu'est-ce que tu peux dire aux gosses à part, pour moi, c'est là où il y a le petit à part. C'est par exemple à 3-2, le ballon qu'il met sur le poteau. C'est bien. S'il marque, peut-être c'est l'apothéose. Mais moi, en tant que coach, je lui aurais jamais dit, j'aurais jamais été content de cette frappe. Parce qu'on est à la 91e. Tu mènes 3-2, t'as galéré pour mener 3-2, t'as une situation intéressante, ok, mais toi, t'es le joueur qui est intenable depuis le début du match. Pour moi, tu vas au poteau de corner, tu provoques une faute, tu fais respirer ton équipe. Tu sais ce qui est drôle? Il y a une vidéo sur Twitter où il y a des supporters du Barça qui ont un peu, supporters du Barça entre parenthèses, parce qu'il y a beaucoup de supporters du Real et des haters, on va dire, de Pedri, qui disent qu'il y a un moment où Yamal, il fait un 1-2 avec Pedri quand il y avait 3-2, et Pedri, il avait vu l'espace pour donner la passe à Yamal, il le fait pas. Ça m'a rappelé Gundogan, qui demandait tout le temps à Yamal de temporiser quand on menait au score. C'est ça le problème. Et Yamal, il le faisait parfois, mais hier, il avait eu du mal à s'arrêter. C'est parce qu'il était euphorique sûrement, et puis il est jeune. Et puis aussi, tu sais, quand tu es jeune, tu joues un match 90 minutes, personne n'arrive à te tenir, tu te dis, je peux continuer. C'est fini, Et c'est peut-être ça qui a coûté aussi quelque part le c'est dommage. Mais moi, j'aimerais qu'on revienne sur un truc. C'est quoi? Parce qu'en fait, j'ai vu beaucoup de gens en parler. Parce que je pense que ce qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui, c'est l'arbitrage. L'effet de jeu lié à l'arbitrage, etc. Moi, j'ai pris le temps de revoir tout le match, franchement. J'aimerais qu'on parle d'une chose par rapport à ça. C'est en fait, essayer de voir toutes les situations litigieuses là. Moi, j'ai un avis sur chaque situation. Et pour moi, déjà, ce que je dis, c'est que pour moi, globalement, sur le match, l'arbitre a fait une seule grosse erreur sur l'ensemble du match. C'est ça, à mon avis. Avec tout ce qu'il y a comme controversé, tout ça. Tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai revu les actions, j'ai pris mon temps.
Pour moi, il y a une seule grosse erreur. C'est quoi? Maintenant, il y a des erreurs qui ne sont pas des grosses erreurs, mais qui influencent un match. Okay. Par exemple, c'est le fait que, par exemple, comme tu m'as dit tout à l'heure, et je suis d'accord sur ça, que parfois, quand il y a des situations de 50-50, parfois, l'arbitre, il doit équilibrer, donner à gauche, puis donner à droite. Ouais. Ça, j'ai remarqué que sur tous les 50-50, c'était pour l'Inter. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais, pour une erreur qui, pour moi, est un facteur qui change le match, j'ai vu une seule erreur. C'est sur l'action de Yamal. Quand il y a coup franc, il y a penalty puis coup franc. Ouais. Bon, déjà, moi, je dis, par principe et par logique, quand il y avait eu l'action de Hendrick, la faute a commencé dehors, pour moi, tant qu'il continue, c'est un avantage qu'on laisse. Ouais. Donc, quand il rentre dans la surface, ben, on revient à la faute qui était devant. Donc, pour moi, il n'y avait pas penalty sur l'action de Hendrick. Ouais. Donc, je ne peux pas dire ça sur Hendrick et venir dire hier qu'il y avait penalty. Pour moi, il n'y a pas penalty. Mais par contre, le gars qui fait la faute, il fait une faute où Yamal, il va au but. Ouais. Il va marquer. Si tu peux pas lui donner rouge, parce que c'est pas le dernier défenseur, mais tu lui donnes au moins un jaune. Et si le jaune est mis, bah, le gars qui fait la faute, c'est Mkhitaryan. Donc il y a rouge. Il y a rouge. Donc moi, c'est la seule grosse erreur que j'ai vue. Sinon, première erreur que les gens ont controversée, c'est la main de Acerbi. À la main d'Acerbi, oui. Pour moi, il n'y a pas main. Ça touche son corps d'abord. On frappe d'abord sur son corps et ça touche ça. Ça, je suis d'accord. Pour moi, il n'y a pas main. Gérard Martin. La deuxième chose, c'est le but de Dumfries. Ouais. Gérard Martin ne fait pas faute. Le but d'Acerbi, quoi. Dumfries ne fait pas... Oui, le but d'Acerbi. Dumfries ne fait pas faute. C'est au contraire. Dumfries, il attend la balle. Il tend son pied pour que la balle passe. Et Gérard Martin veut traverser Dumfries pour anticiper la balle. Et Gérard Martin tape le pied de Dumfries. C'est pas Dumfries qui tape son pied. Tu sais, moi, je pense personnellement que c'est Gérard Martin qui, au lieu de dégager la balle, voulait contrôler il voulait la récupérer. Il voulait la récupérer, tu vois. Donc, c'est lui qui va vers la balle. Maintenant, Dumfries voulait lui aussi récupérer la balle en mouvement pour partir, tu vois. Maintenant, même s'il y a faute, moi, je pense perso qu'il y a faute de Dumfries, mais je pense que c'est des fautes offensives qu'on voit tout le temps. Je te l'ai dit, je me rappelle de Monaco-Barça. Oui. Cette défaite-là, Yamal, il met un but où à la base, il y a Van der Son qui saute. Ce jour-là, je pense Van der Son avait joué à gauche pour bloquer Yamal. Il y a Van der Son qui saute et il y a Yamal qui le pousse, qui récupère la balle, qui part et qui met son but. Donc, il y a tout le temps des fautes offensives comme ça que les arbitres ne suivent pas tout le temps. Tu vois, et tu laisses passer parce que c'est pas méchant. C'est comme aujourd'hui, Rice. Il met une tête, il met un peu. Mais je pense que si ça rentrait, on n'allait pas revenir sur ça. Bah, jamais. Bon, pour moi, il n'y a pas. Jamais. Et aussi, pour une deuxième raison, c'est que, en fait, pour moi, c'est plus facile de laisser accorder le but que d'annuler ce but. Parce que si on annule ce but, l'Inter se fait éliminer sur un détail comme ça. La presse va tuer l'arbitre. Non, même sans presse. Moi, pour moi, dans l'esprit du jeu, c'est un but et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas de... Par contre, moi, pour le penalty, ensuite, pour le penalty, je pense que le contact là, parce qu'il y a un deuxième contact sur la ligne. La VAR n'a même pas montré ça à l'arbitre en vrai. Pour le penalty de Yamal. Pour le truc de Mkhitaryan. Parce que toi, tu allais parler du penalty de Koubarsi. Moi, je pense que la première faute, elle est hors de la surface. Elle est hors de la surface. La deuxième, la deuxième, c'est une conséquence de la chute. C'est parce qu'en fait, Mkhitaryan, il tacle. Yamal continue sa course en tombant. Et en tombant, il y a encore le pied de Mkhitaryan qui n'a pas fini son mouvement, donc il le refait tomber. Mais la faute, c'est dehors. C'est dehors. Mais Koubarsi, non, il y a péno. Il y a péno pour Koubarsi, rien à dire. Je l'ai dit hier, si Acerbi, il fait ça à Yamal et on siffle pas péno. C'est un scandale. Mais je fais un débrief, j'insulte tout le monde, après on bloque ma chaîne, tranquille. Pour moi, il y a une... Non, il y a vraiment un truc. Donc, voilà, c'était les trois trucs sur lesquels les gens ont beaucoup polémiqué. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de matière à polémiquer. Il n'y a pas pénalité. Non, ce qui fait le plus mal, c'est que c'est encore le même arbitre contre l'Inter. Maintenant, le truc, c'est que Simon Marcignac, effectivement, si tu regardes dans le cours du jeu, chaque fois qu'il y a eu controverse, c'est toujours parti du côté de l'Inter. Ça, c'est une réalité. Non, c'est ça m'a fait mal. Mais ça, c'est des détails du foot qui font que parfois ça peut, tu vois, faire passer un match. C'est comme tu n'y peux rien. D'un côté comme de l'autre. Mais il n'y a pas vraiment de gros trucs que tu peux dire, ouais, l'arbitre a foutu en l'air le match. Donc, je pense qu'il y avait plus de l'émotion qu'autre chose. Ouais, en fait, les joueurs, ils y étaient préparés, je pense. C'est ça. Je pense quand on entend Gavi, ce qu'il dit sur Instagram, Pedri. Tu te rappelles que c'est le gars qui avait arbitré à l'époque. Ouais, qui avait dit, il n'y a pas faute de Dumfries, alors qu'on voit qu'Ansu Fati, l'action là. Non, il y avait des trucs. C'est ça. Voilà, laisse tomber, quoi. Donc, en fait, on a plus parlé du Barça que du Paris Saint-Germain, du coup. Maintenant, on va essayer de faire le 11 combiné.
des demi. On avait fait 11 à l'aller. Là, on va faire un 11 combiné. Et je pense pour aller plus vite, être plus efficace, on va juste voir par rapport aux 11 qu'on avait fait la dernière fois. D'accord. Du coup, là, on va procéder par élimination, mais la question qu'on va se poser d'abord, la dernière fois, je me rappelle, on avait vu les certitudes d'abord, on les avait placées. Là, on va dire qui était dans notre 11 avant et qui n'a pas bougé. Qui n'a pas bougé. Okay. Donc, on commence déjà par la formation. La formation, je pense que on s'est mis d'accord tout à l'heure. Sur 3-4-3. Il faut changer de compo. Ouais, je pense. Ouais. On était sur un 4-3-3 avec Dembélé ici et Vara à gauche. Maintenant, il faut passer en 3-4-3. Mais là, il faut passer en 3-4-3. Je pense que ce serait idéal. Voilà. Pour mettre 2 pistons ici, quoi. C'est ça. Du coup. L'évidence. Mais attends. Est-ce que c'est si évident que ça? Voilà. Sommer Donnarumma. Sommer a pris 6 buts sur les 2 matchs. Il fait plus d'arrêts, non? Il faut de beaux arrêts. Il fait plus d'arrêts. Il fait de très beaux arrêts. Mais il garde pas sa cage inviolée. C'est vrai, mais aussi Donnarumma, il a clean sheet à l'aller, ça lui laisse l'avantage. Et le but au retour. Ouais, ça lui laisse l'avantage. Et les arrêts aussi, je suis d'accord. Écoute, non, mais à choisir entre les deux, c'est vrai que... Tu peux prendre 6 buts et dire que je suis d'accord, quoi. Donc, à l'aller, il y avait Donnarumma. Dans la défense, on avait Acerbi. On le reprend ensemble. On avait Acerbi. Et Acerbi, on va le remettre encore. C'est le seul qui, je suis sûr, à 2000% qui garde sa place. On va remettre Acerbi en défense, donc tranquille. Et là, on avait en latéral droit Dumfries. On avait Dumfries. Et là, puisque Hakimi a été exceptionnel. C'est ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a changé de compo. On a changé de compo. Et puis aussi, on n'a pas mis le 3-4-3 dans le vide. Si vous avez regardé sérieusement le match, Dumfries a joué dans une défense à 3 à un moment donné, c'est ça. Donc, c'est la période forte du Barça. Du coup, il y y avait Yamal à droite, on le garde. Oui, Yamal, je pense que... Yamal, ça bouge pas. Je pense qu'on devrait faire un 11 sans lui. Et voilà. Voilà, quoi. Il va comprendre. Ouais. Il va Donc, comprendre. on avait Yamal à droite. Hakimi, on l'avait pas. Hakimi, on l'avait pas. Mais on le met déjà à droite, on en a parlé, on sait que c'est vraiment, aujourd'hui il fait, encore une fois. Donc, Hakimi, il n'était pas là pour le match aller. Non, on n'avait pas mis. Là, on a Hakimi parce qu'il fait un match aujourd'hui. Même si en les 20 premières minutes, Martinelli l'a pas mal fatigué. Mais quand même, il y a une action où Martinelli le prend de vitesse, mais il revient quand même. Je le vois, il se retrouve 2 fois dans la surface, plus 2 fois que beaucoup de joueurs d'Arsenal aujourd'hui. On avait Acerbi et Saliba. On avait Acerbi, Saliba. Saliba, on peut pas le remettre aujourd'hui. Moi, je pense qu'on peut pas mettre Saliba. Parce que, pour moi, Pacho. Pour moi, Pacho. Pacho, c'est le gage de sécurité du Paris Saint-Germain. Que ce soit dans la couverture, que ce soit dans le jeu de tête, que ce soit dans la relance, que ce soit où tu veux, il garde son phrase, ce mec. Et sur la double confrontation, si on a un clean sheet, il y est également pour beaucoup. On peut pas mettre Martinez, on peut pas mettre par contre, je me rappelle pas, je sais pas qui on avait mis en ailier gauche. Ailier gauche, on avait mis Nuno Mendes. Non, ailier gauche, pas là. Ailier gauche, on avait mis Vara. Donc Vara, c'est une certitude. Hein. Vara, encore une fois, parce que quand on a qui, à part Vara, à gauche, on a Rafinha qui met certes le but où on pensait vraiment que c'était... Martinelli, parce que le Barça... Oui, Rafinha, Inter n'a pas d'ailier. On pensait vraiment qu'avec le but de... En fait, si on avait gagné ce match, donc, avec le but de Rafinha là, Rafinha, tu allais l'avoir à gauche. Et moi, je suis pas très... Même si moi, je suis toujours convaincu que c'est Rafinha qu'on doit mettre à gauche. Finalement. Tu sais, pas la semaine passée, c'est moi qui t'ai convaincu. La semaine passée, c'était toi. Mais là, c'est déjà parce que le match aller, il met cette passe. Le match retour, il met ce but-là hier. Ce but qui aurait pu nous qualifier. Mais pour moi, tout ce qui se passe après, c'est pas forcément de sa faute. Mais tu as raison sur un point tout à l'heure quand tu voulais défendre cette idée. C'est quoi? C'est que c'est Vara aujourd'hui qui est très dangereux. C'est le gars clutch, en fait. Et voilà, quoi. C'est lui qui fait encore une fois la différence. Donc, et moi, pourquoi je veux pas mettre Rafinha comme du match? En tout cas, dans à gauche, ouais. Parce qu'en fait, je regarde sur l'ensemble du match. Et Rafinha, le Barça a attaqué sur un côté. Le Barça, s'il n'a pas aussi attaqué du côté gauche, c'est parce que aussi Rafinha n'a pas apporté quelque chose du côté gauche. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas sa vocation. Le jeu du Barça n'est pas équilibré pour que Rafinha soit un homme. Comme tu sais balder, c'est lié, quoi. Mais au-delà de ça, c'est un faux. Si tu regardes dans son jeu d'association, Rafinha a eu beaucoup de pertes de balles. Je ne trouve pas qu'il a été si bon qu'il pouvait l'être avant. C'est vrai. Moi, en première mi-temps, lui et Olmo, il m'avait beaucoup déçu. Moi, pour ne pas être le gars des stats, au match retour, Vara donc, Pacho, on est d'accord, on le met derrière. Donc, on a William Pacho. Et là, à gauche,
À gauche, moi. Pour les 2 matchs. Je dis Gérard Martin. Pourquoi? Parce que Nuno Mendes déjà n'a pas fait un super match aujourd'hui. Sur l'ensemble des 2 matchs, il a 25 bonnes minutes. Hein? On le dit. Mais sur l'ensemble des 2 matchs, avec toutes les 2 équipes, c'est le mec le plus nul. En termes de potentiel, en termes de capacité. Pourtant, il parvient à sortir 2 passes décisives. 2 vraies passes décisives. Et il aurait pu en avoir une 3e. Ouais, je te jure. Donc, juste pour ça. Pour les 25 bonnes minutes. Il a fermé beaucoup de bouches. Juste pour ces 25 minutes-là. Parce que si le Barça revient, c'est grâce à lui. Il mérite. Voilà, Après, Nuno Mendes, aujourd'hui, il a été défensivement bon, mais offensivement, on regardait tout à l'heure, il a eu 18 pertes de balles. 18 pertes de balles. Il perd le plus de balles de tout l'équipe du PSG. Il a eu beaucoup de pertes de balles aujourd'hui. Lewis Kelly aussi, ouais. Lui, il fait un match compliqué. Premier mi-temps, il était top content. Encore une fois, Dimarco, j'arrive pas à compter combien de fois Emal l'a dribblé. Même Augusto, quand il est venu, il a souffert aussi. Donc, on peut mettre que Martin. Ouais. Donc, Gérard Martin, j'espère qu'ils l'ont l'appelé ici. Gérard Martin. Enfin, il est là. Et donc, il reste 3 jours. Il reste 3 postes. Au milieu, la dernière fois, on avait Pedri. Et Barella. Pedri, Barella. Je pense qu'on avait un 4-3-3. On avait Pedri, Barella et qui d'autre encore? Je vais revoir qui m'avait marqué, Declan Rice. C'est Declan Rice, oui, c'est vrai. On avait mis Declan Rice. Declan Rice avait fait un très bon match. Bon, Declan Rice, il sort. Declan Rice, on va pas le remettre. Pedri. Barella n'a pas fait ce match que j'attendais de lui. Il a énormément souffert au milieu de terrain. Et moi, le match, il était mort. Et moi, honnêtement, je te dis, moi, mon milieu A2, je te dis, c'est qui? C'est qui? Moi, c'est De Jong. Il a fait un match extraordinaire. Tu sais, en fait, moi, j'ai un souci avec beaucoup de gens. Extraordinaire. Et c'est un homme de l'ombre. Mais il a fait un match. Tu sais ce que tu dis là, il a dit Inzaghi en conférence de presse. Il a dit quoi, Inzaghi? Il a dit, moi, je suis pas prêt à, tu vois, un peu changer mon équipe. Mais pour ce genre de joueur-là, De Jong, il a été... Ah oui, il a dit ça sur De Jong. Il a dit ça en conférence de presse. De Jong, je sais pas si les gens ont regardé le match. Et Pedri, je te dis, en deuxième mi-temps, De Jong nous a aidés avec, je t'ai dit déjà, le fait que Eric Garcia n'était pas trop ne pressait pas trop. Mais le fait que De Jong, il est redescendu, il a dit, les gars, donnez-moi la balle. Et puis il y avait des phases de jeu où il y avait un pressing. De Jong, tu lui donnes la balle. Et dès qu'il a la balle, tout seul, le pressing est mort. À lui tout seul. Maintenant, tu sais, ça c'est vrai, hein. Mais tu sais pourquoi moi, De Jong, il m'a déçu. De Jong, sans la balle, il ne sert pas à grand-chose. Ouais, c'est vrai que c'est pas... En fait, De Jong, quand on le regarde, nous, on adore le foot. Quand on regarde De Jong avec la balle, c'est exceptionnel. Mais sans la balle, c'est un 6 qui n'arrive pas à te casser les lignes comme tu le veux, qui n'arrive pas à gratter les balles. Tu vois, après, c'est pas ça. En fait, c'est ça le problème. Mais je suis d'accord sur le fait que... C'est comme Vitinha à Paris. Exactement. Sans la balle, il souffre, mais avec le ballon, c'est incroyable. Mais je suis d'accord sur le fait qu'il fait quand même un match... Moi, je mettrais De Jong. Et donc, du coup, Pedri, moi, je le remets pas forcément. Non, Pedri, pas du tout. Je le remets pas. Barella, je le remets pas parce qu'il a énormément souffert au milieu de terrain. Je pense que le milieu de l'Inter a beaucoup souffert sur ces 2 matchs-là. Je suis d'accord. Vitinha, jamais de la vie, je le mets. Il est sur l'aile et le retour. Et moi, pour moi, celui qu'on doit récompenser, celui qu'on a insulté toute l'année et qui, franchement, il fait déjà au match aller, il shine pas, mais il fait un bon match. Au match retour, non seulement il shine grâce à un but, et puis dans la récupération, dans les contre-attaques et tout. Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, il a été top aujourd'hui. Vraiment. Et puis il met un but. Rien à dire. Non, on a retrouvé le Fabien Ruiz dans la dernière au Paris. On disait, ouais, Fabien Ruiz en Espagne, lui, c'est un autre joueur, mais là. On a trouvé le Fabien Ruiz de l'Espagne. Vous avez retrouvé Fabien Ruiz vraiment espagnol. Et maintenant, il reste là. Là, non, la dernière fois, on avait ici Dembélé. Dembélé, là, aujourd'hui, il joue quelques minutes. Bon, si on ne fait pas élimination, Dembélé, c'est mort. Ouais. Ferran Torres, c'est mort. Arsenal, il n'y a pas de 9. Arsenal, ils n'ont pas de 9. Merino, pas mal. Hein. Juste ici, mais vu qu'ils ont perdu. On va mettre la logique qui a éliminé un peu Rafinha à gauche. Pour Merino. Voilà. Maintenant, il reste par élimination Thuram. Ouais. Mais moi, sans élimination, pour moi, c'est pas par défaut. Pour moi, avec ou sans élimination, c'est Thuram le meilleur joueur. Les gens disent camionneur, les gens disent je sais pas quoi, mais en début de vidéo, on a bien expliqué à quoi il servait. Et pour moi, la victoire de l'Inter, Thuram y est pour énormément. Il a fait une débauche d'énergie. Il a fatigué Inigo Martinez. Il l'a fait sortir de ses gonds quand il est sorti du terrain. Inigo Martinez est sorti. Araujo est venu en remplacement. Pareil, il a promené.
Et alors, il est beaucoup plus frais que lui. Et pourtant, c'est lui qui est... Non, pour moi, sur l'ensemble des 2 matchs, avec le but qu'il met en année et le match qu'il fait au retour, Thuram, pour moi, Thuram, c'est l'homme, c'est l'attaquant de notre équipe. Incroyable, Thuram. Voilà, et je pense que là, on a une putain d'équipe. Ça, vraiment, c'était... Et j'imagine que les gens qui vont voir Gérard Martin à gauche vont dire, mais c'est fou. Qu'est-ce qu'ils font? Gérard Martin à gauche... Ils vont préférer mettre Nuno Mendes, qu'importe ce que ça coûte. Ouais, mais on va attendre l'UEFA. L'UEFA, je pense, demain, ils vont sortir Nuno le 11, je vais voir. Nuno Mendes mérite, mais pour moi, Gérard Martin, on le met, moi, c'est mon péché mignon parce que le gars est nul. Mais il sort 2 passes décisives en demi-finale. Acerbi qui se déshabille. Martin est nul, mais il met 2 passes décisives en demi-finale. Mais boy, tu as vu la célébration d'Acerbi? Son corps de vieux, là. Il est foutu, le vieux, là. Les amis, c'était tout pour cette vidéo. C'était un plaisir de parler football. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao et prenez tous bien soin de vous.